Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la capsule 1 sur la cinétique chimique. Cette vidéo s'adresse donc au terminal spécialité physique-chimie. On est parti donc pour tout connaître, c'est très important pour le baccalauréat. Avec cette capsule 1, déjà on peut avancer de manière, on va dire, assez sereine. On est donc parti pour prendre tout sur feuille double et noter tout cela en rouge parfaitement. Donc on va commencer par rappeler qu'une transformation chimique peut être rapide, donc instantanée, ou lente. Ça peut aller de quelques secondes à des milliers d'années. Pour suivre l'évolution de la transformation chimique, on peut utiliser par exemple des capteurs. Et ces capteurs, bien entendu, dépendent des espèces chimiques mises en jeu. Donc si par exemple l'apparition ou il y a disparition d'une espèce colorée, on aura tendance à penser immédiatement au spectrophotomètre pour mesurer la grandeur absorbance. Si cette fois cette espèce chimique est gazeuse, on pourra alors utiliser un pressiomètre ou le mot, on va dire, le plus adapté, c'est le manomètre, pour mesurer la grandeur physique pression. Évidemment, la pression s'exprime en pascal, je le rappelle. Et enfin, si l'espèce est ionique, on utilisera bien sûr un conductimètre pour accéder à la grandeur conductivité. Donc on peut suivre l'évolution d'une transformation chimique grâce à, par exemple, l'absorbance ou la pression ou la conductivité. Donc pour suivre une évolution d'une transformation chimique et pour avoir des critères, on utilise le temps de demi-réaction que l'on appelle T1,5. La définition du temps de demi-réaction est très importante. C'est la durée nécessaire pour atteindre la moitié de l'avancement final. Pour connaître, pour déterminer le temps de demi-réaction, vous devez être capable de faire un schéma, un tiers de page, proprement. Vous représentez l'avancement en mol et le temps en secondes. C'est quelque chose qui vous sera souvent donné au baccalauréat. On aura alors une courbe, et cette courbe montre l'évolution de l'avancement au cours du temps. Forcément, cet avancement augmente en fonction du temps et atteint un avancement dit final. L'avancement final, il faudra, pour le déterminer, utiliser l'asymptote. Donc l'asymptote, c'est évidemment XF. Pour déterminer le temps de demi-réaction, vous allez prendre la valeur de XF et vous allez la diviser par 2, donc faites un schéma assez grand, un tiers de page, et vous allez pouvoir écrire XF divisé par 2 en ordonnée. Puis en abscisse, reporter en pointillé jusqu'à la courbe pour obtenir en abscisse le temps de demi-réaction. Donc ici, donc, en ordonnée, vous avez XF sur 2 et en abscisse, vous avez T1,5. Cette construction doit être parfaitement maîtrisée. Vous devez marquer l'avancement final, XF sur 2 et T1,5. Bien entendu, on retiendra que plus le temps de demi-réaction est petit, plus la vitesse de la réaction est rapide. C'est évident. Plus évidemment le temps de demi-réaction est petit, plus on atteindra rapidement l'avancement final. On va maintenant évoquer ensemble les facteurs cinétiques, c'est-à-dire ceux qui influencent la cinétique d'une transformation chimique. Ils sont à connaître parfaitement. Le premier point, c'est la concentration initiale des réactifs. Leur évolution est très importante. Plus la concentration initiale des réactifs est importante, plus la vitesse sera rapide. Donc on retiendra que plus la concentration initiale des réactifs est grande, plus la vitesse de la réaction est importante. Attention, dans ce cadre-là, l'avancement final sera modifié. Alors, si c'est toujours à prendre avec des guillemets, mais la plus quasi-totalité du temps, si les deux concentrations des réactifs sont directement impactées, c'est sûr que l'avancement final sera modifié. Enfin, la température. Plus la température augmente, plus l'avancement de la réaction est important. Ce qui est très important à retenir, c'est que l'avancement final alors n'est pas modifié. Bien sûr, vous augmentez la vitesse de la réaction, mais sans par contre modifier l'avancement final. Ça, c'est très important. Il y a d'autres types de facteurs cinétiques, par exemple le solvant, mais aussi l'obscurité, la lumière. C'est pour cela qu'on utilise un frigo. On va diminuer on va dire, les transformations d'oxydation à l'intérieur des aliments en mettant les aliments à l'obscurité pour éviter justement des réactions d'oxydation des aliments. Il y a aussi les solides, pour les solides uniquement, il y a la surface de contact qui est à prendre en compte, bien sûr. Si vous prenez de la poudre ou une plaque ou de la grenaille de ce même métal, eh bien, vous offrez une surface de contact très différente. La poudre offre une surface de contact bien plus importante. Donc une poudre solide offre une surface de contact plus importante qu'une plaque ou de la grenaille, et donc la vitesse de la réaction sera nettement plus importante dans le cadre d'une poudre. Alors,
Définition d'un catalyseur. Donc un catalyseur, c'est une espèce chimique introduite en petite quantité qui accélère une transformation chimique sans intervenir dans l'équation bilan. En effet, le catalyseur participe à la transformation chimique au début et il est régénéré à la fin de la transformation chimique. C'est pour ça qu'on ne l'écrit jamais dans l'équation bilan. Attention, par contre, un catalyseur ne modifie pas l'avancement final. Alors, je ne l'ai pas indiqué dans les facteurs cinétiques. Bien entendu, un catalyseur va modifier la cinétique, mais ce n'est pas un facteur cinétique à proprement parler, puisqu'un catalyseur, toutes les transformations chimiques ne sont pas catalysées ou pas catalysables. Alors que toutes les transformations chimiques, on peut jouer sur certains facteurs, comme la température, la concentration initiale, ou encore l'obscurité, la lumière. Donc ce qui est intéressant ici, c'est de bien comprendre que le catalyseur, lui, ne modifie pas l'avancement final. Par contre, il est très intéressant, puisqu'il va accélérer la transformation chimique sans intervenir dans l'équation bilan. Ce qui est important, c'est qu'il accélère, et en très petite quantité aussi. Donc il existe 3 types de catalyse. La première, c'est la catalyse homogène, c'est-à-dire que les réactifs et le catalyseur appartiennent donc à la même phase. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le réactif est en milieu aqueux et le catalyseur est aussi en milieu aqueux, alors c'est une catalyse homogène. Il existe aussi la catalyse hétérogène, dans le cadre où les réactifs, par exemple, sont en milieu aqueux et le catalyseur est sous forme solide. On dit qu'ils n'appartiennent pas à la même phase, et dans ces cas-là, on parle d'une catalyse hétérogène. Et enfin, la catalyse enzymatique, bon, celle-là est assez facile à trouver, puisque dans ce cadre, le catalyseur est une enzyme, et facilement identifiable. Par exemple, la catalase ou ce genre de choses. Enfin, on va maintenant évoquer un petit jeu qu'on retrouve souvent au baccalauréat. Vous avez une courbe, par exemple, avec un avancement final pour une courbe A, et on va vous demander comment fait-on pour passer à la courbe B ou encore passer à la courbe C. Donc on voit que déjà, on va accélérer la transformation chimique en passant des courbes A à B ou des courbes A à C, puisqu'on atteint l'avancement final beaucoup plus rapidement dans le B et dans le C. Alors comment peut-on obtenir, évidemment, donc déjà on rappelle que pour A et B, l'avancement final sera le même. Donc vous faites un grand schéma, un tiers de page, où vous marquez l'avancement final de A est le même que l'avancement final de B. Et pour la courbe C, cette fois, l'avancement final de C est bien supérieur aux deux premières. Et donc on peut dire que pour passer de A à B, on a deux possibilités. C'est assez simple. On ne doit pas modifier l'avancement final, donc il faudra soit jouer sur la température, donc en augmentant la température, ou encore utiliser un catalyseur. Bien sûr, le catalyseur, c'est que si la transformation chimique est catalysable, ce qui n'est pas sûr. Il faudra évidemment lire l'énoncé. Enfin, pour passer de A à C, bien entendu, on devra alors plutôt augmenter la concentration initiale des réactifs. C'est vrai qu'en augmentant la concentration initiale des réactifs, vous allez atteindre l'avancement final plus rapidement, et par ce biais, diminuer le temps de demi-réaction. Et donc, on aura alors l'avancement final est modifié. On peut donc augmenter la concentration initiale des réactifs. Voilà, cette capsule vidéo est terminée. Je vous propose de nous retrouver très vite pour la capsule 2. A très bientôt. Au revoir.